Bonjour, je vous propose de regarder ensemble les principaux points du programme de terminale scientifique au sujet du temps et évolution chimique, cinétique et catalyse. Dans un premier temps, nous allons observer la différence entre une réaction rapide et une réaction lente. À gauche, il s'agit d'une réaction rapide. Dès que les réactifs sont mis en présence, la réaction est observée, semble terminée. On va qualifier cette réaction de rapide. À droite, la situation est très différente. Lorsque les réactifs sont mélangés, dans un premier temps, il ne semble rien se passer, malgré l'homogénéisation de la solution. Pour se rendre compte qu'une transformation se réalise, il faut attendre plusieurs dizaines de secondes, voire quelques minutes. Dans ce cas, on parlera d'une réaction lente. Dans un deuxième temps, nous allons parler des facteurs cinétiques, c'est-à-dire comment on peut diminuer la durée d'une réaction chimique ou augmenter la vitesse d'une réaction chimique. Dans un premier temps, parlons de la concentration. La concentration des réactifs est un facteur cinétique. À l'image, on observe trois béchers. À gauche, le bécher numéro 1 contient le réactif le plus concentré. Le bécher numéro 3 à droite contient le même réactif nettement moins concentré. Le bécher numéro 2 contient ce réactif en concentration intermédiaire. Il se trouve que cette réaction produit une substance colorée. Cela va nous permettre de faire une comparaison visuelle et dès que le mélange est réalisé, on observe une différence dans l'évolution des systèmes chimiques. La teinte est la plus faible dans le bécher numéro 3, là où le réactif est le moins concentré. Dans le bécher numéro 1, là où le réactif était le plus concentré, l'évolution est la plus rapide. On peut donc retenir l'idée que la concentration du ou des réactifs est un facteur cinétique pour les réactions chimiques. Le deuxième facteur dont nous allons parler est la température. Comme dans l'expérience précédente, on réalise trois mélanges avec des conditions de température différentes. À gauche, le milieu est chaud. À droite, le milieu est froid. Dans le bécher du milieu, la température est intermédiaire. Là encore, dès que le mélange est réalisé, on constate une différence d'évolution du système. Là où la température est la plus élevée, l'évolution du système chimique est la plus rapide, comme on peut le voir d'après la coloration plus prononcée du bécher entre guillemets chaud. L'observation directe, c'est très bien, mais on peut aussi s'intéresser aux quantités de matière produites ou consommées par la transformation chimique et réaliser un suivi dans le temps de l'évolution du système chimique. Nous allons repartir de la même réaction chimique, celle qui produit une substance colorée, à savoir le diode. Les réactifs sont le peroxyde d'hydrogène, donc de l'eau oxygénée, ainsi que les ions iodure en milieu acidifié. L'idée d'un suivi temporel, c'est que dès que le mélange est réalisé, on déclenche un chronomètre, ce qui va permettre de mesurer une caractéristique ou une propriété du mélange à des dates précises, mesurées et répertoriées dans un tableau de mesure. En l'occurrence, dans cette réaction, comme un des réactifs est coloré, on va utiliser un suivi spectrophotométrique, c'est-à-dire l'utilisation d'un spectrophotomètre qui mesure l'absorbance. Comme la teinte devient de plus en plus prononcée, l'absorbance augmente au cours du temps, et donc l'idée c'est de dresser un tableau de mesure qui présente l'évolution de la quantité absorbance en fonction du temps. Il s'agit d'une transformation totale, donc cette transformation doit s'arrêter lorsque un des deux réactifs est épuisé. Lorsqu'une réaction est rapide, la transformation est instantanée et on atteint immédiatement l'état final du système chimique. Dans une réaction lente aussi, il y a un état final. On ne peut pas produire davantage de quantité de matière de diode que ce qu'il est possible de produire avec les quantités de H2O2 et d'ion iodure utilisées. La différence avec une réaction rapide, c'est que cela va prendre du temps pour atteindre cet état final. Néanmoins, avec un tableau d'avancement, on peut déterminer la quantité maximale qu'on peut produire de diode. Donc les raisonnements qu'on effectuera par la suite se positionnent par rapport à un état final,
qui sert de repère, de fin de réaction. Une des façons de réaliser le suivi quantitatif, et il faudra affiner le protocole, c'est déclencher le chronomètre lorsqu'on réalise le mélange, puis faire des prélèvements régulièrement espacés dans le temps. Ces prélèvements sont placés dans une cuve de spectrophotométrie, la cuve dans le spectrophotomètre, et on mesure l'absorbance. Ainsi, dans cette simulation d'expérience, au bout de 35 secondes, on a une absorbance de 0,49, et ainsi de suite, 60 secondes 0,72, et au bout de 330 secondes, on atteint l'absorbance de 1,19. On peut constater qu'à partir de 270 secondes, l'absorbance n'évolue quasiment plus. Donc on estime qu'on a atteint l'état final de cette transformation et on arrête l'expérience. On peut ainsi construire le graphique, absorbance en ordonnée en fonction du temps écoulé en abscisse, ce qui permet de représenter les variations de l'absorbance. Le suivi est ainsi réalisé. Maintenant, il faut analyser un petit peu cette courbe. Nous allons maintenant parler du temps de demi-réaction qu'il faut apprendre à mesurer sur un graphique de suivi quantitatif. Par principe, une expérience de cinétique chimique est longue à réaliser. En général, on peut compter plusieurs dizaines de minutes. Donc le temps écoulé pour considérer que la réaction chimique a atteint son état final est difficile à mesurer. En tout cas, il faut être patient. On parle plutôt du temps de demi-réaction qui correspond à la durée écoulée pour réaliser la moitié de la transformation chimique. C'est-à-dire, si la transformation peut produire une certaine quantité de matière de produit dans son état maximal, alors le temps de demi-réaction est le temps écoulé pour produire la moitié de cette quantité de matière finale. De même, si on s'intéresse plutôt au suivi d'un réactif, le temps de demi-réaction est la durée écoulée pour consommer la moitié du réactif. La connaissance du temps de demi-réaction permet de comparer la vitesse de différentes réactions entre elles. Donc, sur cet exemple, pour déterminer le temps de demi-réaction, on regarde quelle était l'absorbance dans l'état final. L'absorbance dans l'état final est 1,2. La moitié de cette valeur d'absorbance, c'est 0,6. On va donc exploiter le graphique en traçant une horizontale depuis l'absorbance en ordonnée 0,6 jusqu'à rencontrer la courbe. Depuis le point d'intersection avec le graphique, on va abaisser une verticale jusqu'à rencontrer l'axe des abscisses et on va mesurer une valeur de 50 secondes environ. Donc pour cette expérience, le temps de demi-réaction vaut 50 secondes. Pour finir, nous allons parler de la notion de catalyseur, dont la définition est en deux parties et à bien connaître. Un catalyseur est une espèce chimique qui rend une réaction plus rapide sans intervenir dans le bilan de la réaction. C'est ce qui est illustré dans cette expérience. Nous travaillons à une température supérieure à la température ambiante, pourtant la réaction est lente, le système n'évolue pas très vite. En ajoutant des ions cobalt CO2+, qui sont roses en solution, on constate assez vite que les ions cobalt sont consommés par la réaction et que le système évolue beaucoup plus vite, avec notamment un dégagement gazeux qui est très perceptible. La teinte change. Elle est due aux ions cobalt CO3+, qui sont verts en solution aqueuse. La transformation se poursuit, le dégagement gazeux continue, et on constate au bout de quelques instants que peu à peu la coloration rose réapparaît, ce qui montre que la réaction étant finie, les ions CO2+ réapparaissent. Donc les ions CO2+ interviennent dans le mécanisme réactionnel, puisque la couleur rose disparaît, mais ils sont régénérés, puisque la couleur rose réapparaît, et ces ions CO2+, cobalt 2, ont rendu la réaction plus rapide. Cela illustre la notion de catalyseur.
Il faut ensuite savoir qu'il y a 3 types de catalyse. Premièrement, la catalyse hétérogène, dans laquelle le catalyseur, comme on peut le voir sur cette vidéo, n'est pas dans le même état physique que la substance réactive. En l'occurrence, le catalyseur est un solide récupéré dans un produit nettoyant de lentilles de contact. Le deuxième type de catalyse est la catalyse homogène, dans laquelle le catalyseur est dans la même phase, le même état que la substance réactive. En l'occurrence, il s'agit des ions Fe2+, que l'on ajoute dans le verre de droite, alors que dans le verre de gauche, on ajoute juste de l'eau distillée. On constate que la réaction est rendue beaucoup plus rapide par la présence des ions Fe2+. Pour finir, le troisième type de catalyse est la catalyse enzymatique, qui met en œuvre des enzymes, et c'est un type de catalyse qui se réalise dans les milieux biologiques, et des enzymes spécifiques à certaines réactions chimiques peuvent accélérer très considérablement des réactions qui auraient du mal à se réaliser dans les organismes vivants. On peut ainsi dismuter ou faire réagir l'eau oxygénée en ajoutant un petit morceau de navet qui contient des enzymes qui permettent d'accélérer notablement la réaction. Donc dans tous les cas, quel que soit le type de catalyse, l'usage d'un catalyseur permet d'augmenter considérablement la vitesse de réaction. Voilà, merci et à bientôt.